Dis- Salut à tous, on est live, on est en direct pour une nouvelle rencontre confinée pendant le confinement. Et aujourd'hui, on a un invité ça nous fait très plaisir de le recevoir. Il a été très actif, il m'a dit oui tout de suite et ça m'a fait plaisir. C'est Christian Junot. Christian, salut. Salut Alain, j'espère que tu vas bien. Ouais, bienvenue sur Olam, Christian. Merci. Pour passer un moment avec nous, environ 45 minutes, 1 heure. On verra comment la conversation se développe. Christian, on a déjà du monde, on a déjà Audrey qui est là. Bonjour Audrey. Euh, Christian, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais que tu nous fasses une petite présentation un petit peu de ton parcours et que tu rappelles à tous ceux qui ne te connaissent pas un petit peu. Tu as eu un gros changement dans ta vie qui correspond, je crois, un peu à la crise des subprimes en 2008. Alors oui, c'est tout à fait ça. En fait, je suis économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc moi, j'avais affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Et puis début 2009, en fait, justement suite à la crise subprime, il y a eu un licenciement collectif et j'ai fait partie de la charrette. Je dirais qu'à la différence des autres, j'étais très content que ça m'arrive à ce moment-là parce que j'étais mûr pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire, soit accompagner les êtres humains, puisque ma passion était vraiment les êtres humains et la compréhension de leur fonctionnement, à commencer par moi-même, bien sûr. Et j'étais déjà à l'époque, je faisais beaucoup de séminaires pendant les week-ends, pendant les vacances. Donc, j'étais déjà un banquier un peu particulier à l'époque. Et j'étais un spécialiste de la communication non violente. Je m'étais formé à tout ce qui était aux approches systémiques. Je me suis ensuite formé au coaching. Et puis, j'ai eu la chance de connaître Peter Koenig, qui lui a fait des années de recherche des années 80-90 sur le thème de la relation à l'argent. J'étais déjà son organisateur. Et à force d'avoir suivi tous les ateliers avec lui que j'ai organisés, je me suis spécialisé là-dedans, qui fait qu'aujourd'hui, je dirais que c'est devenu vraiment mon thème phare, c'est voilà, la relation à l'argent, comprendre ce lien entre l'humain et l'argent, qui est un lien plutôt complexe, d'après ce que je peux voir. Alors, donc tu as un peu bénéficié, entre guillemets, de cette crise de 2008 qui t'a fait voir un tournant. On dit souvent que les grands changements et les grandes prises de conscience naissent justement des grandes crises. Est-ce que tu fais un parallèle avec la crise actuelle? Alors, oui, je dirais d'une certaine manière, il y a un parallèle dans le sens que, mais en même temps, j'ai envie de dire, ce qui se passe maintenant me paraît beaucoup plus fort que ce qui s'est passé en 2008. Mais en 2008, on avait déjà quand même un premier signal très fort qui, pour moi, n'était pas une surprise en tant que telle. C'était des années que je trouvais qu'on marchait sur la tête, en tout cas en termes de finances, et qu'au fond, on voyait qu'à force de chercher des placements toujours plus rentables, toujours plus ci, toujours plus ça, ce toujours plus fait qu'on est devenu, enfin, les financiers, en tout cas ceux qui étaient derrière, en sont venus à faire du n'importe quoi. Et pour moi, on a allé très loin en termes d'absence d'éthique à ce moment-là. Simplement, le malheur et le drame, c'est que ceux qui étaient les responsables de tout ça s'en sont sortis magnifiquement bien. Je dirais autrement dit, il y a eu des punitions collectives qui ont été faites, soit les banques ont dû payer des amendes, mais les êtres humains derrière ces actions-là n'ont rien eu à payer, voire même se sont même retrouvés avec des promotions. Donc à partir de là, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse apprendre quelque chose de ça si ces personnes-là n'ont pas à payer le prix quelque part, je dirais, ouais, à payer le prix de la responsabilité de leurs actes. Donc c'est pour ça que je ne suis pas surpris qu'on en soit là aujourd'hui, parce qu'au fond, c'était qu'un avertissement alors qu'il était déjà important selon moi. Alors, en ce moment, on profite de cette période un petit peu pour proposer ces rencontres et qui sont gratuites. Et en ce moment, on assiste à une abondance de contenu gratuit Mhm. euh, sur le web, des conférences, des Zooms, des webinaires. Et il y a comme un désir d'offrir du gratuit, de donner du gratuit, et comme s'il y avait une gêne à proposer quelque chose de payant dans ces temps de crise. Comment tu regardes ça, toi? Alors oui, tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a effectivement
Je rencontre beaucoup de personnes et des personnes que je soutiens, que je connais, qui ont cette difficulté à tout à coup à oser continuer à faire des services payants alors qu'il y a tellement de choses gratuites. Et en fond, ce que je vois, c'est que derrière ce malaise, pour moi, il y a une sorte de malentendu. Alors, je tiens à dire deux choses. La première, c'est que j'apprécie qu'il y ait autant de gratuits. Moi-même, j'en ai fait toute une série parce que je trouve que c'est une période qui est tellement importante que nous avons à accélérer, j'ai envie de dire, cette croissance de la conscience pour pouvoir basculer vers autre chose dans cette après-crise. En tout cas, c'est mon souhait. Il n'y a rien de gagné, mais c'est mon souhait. Et pour ça, je dirais tant mieux si nous pouvons être un maximum à proposer des choses, un maximum à faire cette bascule ou en tout cas à accroître cette conscience-là. Donc, c'est la première chose. Mais alors, si je reviens à ta question, qu'est-ce qui se joue pour moi un peu de complexe, c'est-à-dire d'ambigu? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui me disent non, mais je ne peux quand même pas faire du payant dans une période comme ça. Et au fond, c'est intéressant de se dire, mais est-ce que quand je vais acheter mon alimentation, est-ce qu'il me baisse les prix parce qu'on est en une période comme ça? Est-ce que si j'ai affaire, si je dois faire venir un plombier à la maison, il va me faire un rabais parce qu'on vit une période comme ça? Donc, on voit bien à quel point, dès qu'il s'agit de soins, en tout cas, ou de prendre soin de l'être humain, il y a cette sorte de malaise, d'oser demander quelque chose. Et au fond, ce que je vois la confusion, c'est que c'est comme si ces êtres humains disent je dois souffrir avec les autres. Je ne peux pas commencer, moi, à être dans le bien-être, à gagner de l'argent et tout ça, alors que d'autres souffrent, d'autres voient leur revenu tomber, d'autres voient peut-être une faillite en vue pour un certain nombre d'entre eux. Donc, c'est comme si je devais souffrir avec les autres plutôt que d'oser continuer de gagner de l'argent tout en faisant quelque chose d'honnête et de tout à fait intègre. Et souvent, je donne l'exemple, si malheureusement aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop d'enfants qui meurent de faim, et pas seulement des enfants d'ailleurs, et je trouve ça dramatique dans la société d'aujourd'hui. Et tu vois, c'est comme si je me disais, OK, je vais manger la moitié de mon assiette par solidarité pour ces gens-là. Or, si la moitié de ce que je ne dépense pas, je le donne dans une œuvre qui va aider ces personnes-là, ça va réellement aider. Mais si je mange juste la moitié de mon assiette et c'est tout, ça ne va pas amener moins de souffrance dans ces personnes-là. Donc, ce que je dis aux personnes, ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de payant que ceux qui sont dans des situations compliquées vont moins souffrir, vont avoir moins de difficultés financières. Ça ne va rien changer pour eux. Par contre, comme certains l'ont fait d'ailleurs, on peut proposer des services, en tout cas à prix réduit, peut-être même gratuits, ce qui ont été faits pour des infirmières, pour les personnes hospitalières, pour les aider à tenir le coup, par exemple, pour des personnes en situation très précaire à cause de cette situation-là, de faire quelque chose de momentané, je trouve que c'est louable et je peux l'encourager. Mais tu vois, c'est vraiment de pouvoir mettre du et, comme je peux faire et du gratuit et du payant. Et d'ailleurs, dans cette période-là, le hasard veut que j'avais prévu de faire mon lancement de ma formation sur Internet Amis avec l'argent. Depuis 6 mois, j'ai prévu ça. Je l'ai fait, tout en faisant du gratuit à côté, je l'ai fait et c'est un produit payant. Et d'ailleurs, ça a très, très bien marché. En tout cas, j'ai vu que les personnes, malgré la situation, étaient prêtes en tout cas, à payer pour avoir un produit de qualité et transformer leur relation à l'argent. Alors justement dans ce milieu un petit peu de tout ce qu'on va qualifier de spirituel, de formation, et de coach aussi. Je sais que c'est un sujet qui tient cher à Denis Fabien, le terme de coach et de thérapeute. Il y a aussi toujours, et je ne sais pas si c'est quelque chose de particulièrement français ou pas, mais il y a toujours une sorte de complexe de l'argent et de proposer des contenus qui sont des enseignements ou des partages qui soient philosophiques ou spirituels, que ça soit payant, il y a toujours un malaise là-dessus. Tu as remarqué ça aussi? Oui, 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 absolument. Alors, je dirais, il y a peut-être deux aspects différents que j'ai envie de dire par rapport à ça. Bon, déjà, si je prends le milieu des coachs et thérapeutes, que je suis d'ailleurs l'un et l'autre aujourd'hui, en tout cas, je me considère comme l'un et l'autre, on voit qu'on attire beaucoup de ce que j'appelle des sauveurs, moi le premier. Et au fond, dans ce côté sauveur, tu as de vouloir sauver le monde, de vouloir sauver les autres, de vouloir, voilà. Il y a déjà un côté qui fait qu'on peut vite s'oublier, on peut vite se perdre, et au fond, au détriment de soi-même, en quelque sorte. Donc, il y a déjà ce côté qui fait que on a peut-être plus comme happé par les autres et la difficulté des autres, et quitte à s'oublier au passage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est après, si on revient un peu plus à la notion de spiritualité. Alors, la spiritualité, pendant longtemps, ça a été vu sous forme de religion. Pendant longtemps, spiritualité égale religion pour la grande majorité des personnes. Ça fait, je trouve, pas tellement de ces dizaines d'années qu'on a beaucoup élargi cette notion de spiritualité à d'autres choses. C'est ma perception, bien sûr. Et au fond, qu'est-ce qu'on voit?
c'est qu'on voit, si on reprend les exemples de la religion, pendant longtemps, ce qu'on appelait les maîtres spirituels, la plupart n'étaient pas payés, ou en tout cas étaient pas payés. On leur fournissait un logement, on leur fournissait de la nourriture, on leur fournissait ce qu'il fallait pour vivre, et ils allaient délivrer leur message. Donc, effectivement, ces exemples, ils existent encore dans certaines religions, peut-être plus orientales, au fond, qu'on ne fait pas payer, on donne, voilà, on donne quelque chose parce que c'est comme si c'était au-dessus de ces histoires, je mets des guillemets, bassement matérielles, dont l'argent fait partie. Tu vois, il y a quelque chose on est au-dessus de ça, on est à un autre niveau de ça. Et effectivement, il y a des pièges. Effectivement, je vois beaucoup de personnes qui se disent spirituelles, qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir une relation à l'argent harmonieuse parce qu'il y a comme un conflit entre spiritualité et matérialité. C'est comme si les deux, il y a une difficulté à mettre du « et ». C'est comme s'il fallait choisir son camp, on met du « ou » en fait. Alors, oui, c'est un sujet vaste et je sais que nous qui organisons souvent des rencontres avec des intervenants spirituels, encore une fois, entre guillemets, c'est marrant, on a toujours du mal à dire ce mot spirituel aujourd'hui, tellement galvaudé. Oui, c'est vrai, d'accord. C'est vrai qu'il y a toujours cette notion d'argent, le fait que ce soit payant, il y a toujours un petit malaise. Mais c'est encore une fois, je pense que c'est beaucoup en France. On en reparlera dans un prochain entretien. En francophonie, je dirais en France, oui. La France a une vraie difficulté avec l'argent. Mais en francophonie, je vais qu'il y a autant au Québec, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg aussi, mais pas au même stade que la France. Par contre, c'est sûr que si on voit les États-Unis, on voit qu'il y a autre chose qui se passe en lien avec ce genre de choses. Oui, c'est pas le même rapport avec l'argent. Je reviens sur la situation du confinement, de la crise, qui met en exergue un petit peu toutes les peurs du monde chez chacun. Même si je trouve que les choses évoluent et qu'autant au début du confinement, il y avait beaucoup de peur, et là, je dirais plus un sentiment de stress, de ras-le-bol, d'anticipation sur la vie d'après, etc. Ça évolue un petit peu. Mais il y a quand même cet inconnu qui est permanent, il y a cette notion d'insécurité. Et toi, tu as une approche qui aborde l'insécurité à partir de l'argent. Et là, on est en plein dedans parce qu'on est face à un inconnu, face à un futur insécure, face à la possibilité de se retrouver dans le manque, sans argent. On parle même pas... On parle même pas des sociétés de toutes ces entreprises petites et moins petites qui vont souffrir ou qui souffrent déjà. On parle de tous ces gens qui ont des difficultés pour s'acheter à manger. On lisait un article tout à l'heure sur la banque d'alimentation qui a du mal à fournir. Il y a des queues entières pour subvenir aux besoins des uns et des autres. Bref, il y a une sorte de panique matérielle, financière sur ce qui va se passer et par rapport justement à l'argent. Et justement, c'est ton domaine de prédilection. Oui, alors, tout à fait. Alors peut-être que déjà distinguer deux choses. Dans ce que tu dis, il y a ceux qui ont une réelle difficulté immédiate. Donc là, aujourd'hui, tout de suite, qui peut être effectivement, ou qui peut être une difficulté qui existait déjà avant, mais qui peut être tout à coup une absence de revenus du fait de ce confinement et de cette crise. Et que même s'il y aura des aides d'État, peut-être qu'elles arriveront plus tard, mais pour l'instant, on n'arrive pas à s'en sortir. Et qu'au fond, donc, il y a vraiment une difficulté réelle, même si elle est peut-être provisoire. Et puis après, il y a tous ceux qui ne sont pas encore, heureusement, et qui seront peut-être d'ailleurs jamais dans une difficulté réelle, mais simplement où les peurs sont réveillées à partir de la fameuse peur de l'anxiété du futur. Comment ça se passera plus tard? Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que je vais réussir à tenir le coup avec peut-être mon job d'indépendant, je sais pas quoi. Et donc là, effectivement, on voit que ces peurs, si tu veux, c'est comme si elles étaient réveillées ou elles étaient, pour certains, c'est des peurs qu'on avait un peu enfouies, qu'on ne voulait pas voir. Et d'un coup, elles sortent de manière très forte parce que c'est comme si ça nous dépassait quelque part ce qui se passe. Et je vois au fond à quel point les êtres humains n'aiment pas l'inconnu, n'aiment pas l'incertitude. Et nous vivons d'une période d'incertitude de fou, quoi. Moi, en tout cas, j'aurai 60 ans cette année, je n'ai jamais vécu une période avec autant d'incertitude. À quoi ressemblera le monde dans 6 mois, 1 année, 3 ans, 5 ans? Bien malin qui peut le dire. Moi, je n'ai pas la moindre idée. Et je peux soupçonner qu'il y aura des changements, ce qui seront positifs ou pas, je ne sais pas. Mais tu vois, cette notion d'incertitude, nous ne l'aimons pas, nous ne la supportons pas. Et comme j'aime à dire, nous oublions une chose, c'est que
à notre naissance, nous sommes nés avec deux choses, une certitude et une incertitude, même si on n'était pas conscient. La certitude, c'est qu'on va mourir tous, et l'incertitude, c'est quand. Et au fond, aujourd'hui, au moment où je te parle, ces deux choses existent toujours. On sait toujours qu'on va mourir, on ne sait toujours pas quand. Mais ce qui est intéressant, c'est que on se dit, c'est comme pas rien de vivre avec une incertitude, de ne pas savoir le temps que va durer notre vie, en tout cas sur le plan matériel. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas quand. Et c'est le genre de discussion qu'on n'a jamais entre amis, en famille. On dit, tiens, ça te fait quoi l'idée de mourir? Comment tu vis ça, etc. Pourtant, ce serait une vraie bonne question. Et le fait que j'entends partout autour des gens disent, ben non, on ne parle jamais de ça. Tu vois, donc ça montre bien à quel point, dès qu'il y a cette notion d'incertitude, oups, on pousse, on rejette cette idée-là, comme si ça n'existait pas. Et au fond, moi je pense que c'est au contraire, ça prend beaucoup de place dans nos vies. Plus on rejette ça, plus ça prend de la place dans nos vies. Et là, au fond, cette incertitude, elle est réveillée. On n'en parle pas de l'incertitude, oui, l'incertitude même de mourir pour certains, puisque beaucoup ont donné le pouvoir à l'argent de les tenir en vie. Il suffit de voir la fameuse expression utilisée les 80% du temps, au moins, gagner sa vie. Quand on parle de gagner de l'argent, on dit gagner sa vie. Quand on dit gagner sa vie, ça sous-entend qu'on peut la perdre. Et perdre sa vie, ça veut dire mourir dans notre langage. Donc, aussi longtemps qu'on pense qu'on doit faire pour gagner sa vie, ça sous-entend, et donc gagner sa vie, sous-entendu gagner de l'argent, c'est bien ça qui est sous-entendu. Hein. Quand on me dit tu gagnes ta vie, on est en train de me dire est-ce que tu gagnes assez d'argent pour vivre? C'est ça la question qu'on me pose. Mais elle n'est jamais posée comme ça. Donc, tu vois, on a donné le pouvoir à l'argent de nous maintenir en vie. Et au fond, tout à coup, c'est pour ça qu'il y a des peurs qui sont réveillées, qui sont si fortes avec l'argent, c'est qu'on pense qu'il y a une histoire de vie ou de mort qui se joue. Alors qu'au fond, ce que nous avons oublié, c'est que demain, nous pouvons supprimer l'argent, nous n'allons pas mourir. On va trouver d'autres moyens d'échanger, et on les trouvera. On va trouver d'autres intermédiaires ou utiliser du troc ou d'autres intermédiaires, mais on ne va pas mourir. Si on supprime la nourriture, on supprime l'air, là, on est mal barré. Donc, tu vois, on a donné trop de pouvoir à l'argent et entre autres, le pouvoir de nous maintenir en vie. Après, cette approche de la mort et de l'argent, elle est très occidentale. C'est pas du tout la même histoire en Orient, etc., où la mort fait partie de la vie et les valeurs, je dirais, spirituelles passent devant les valeurs matérielles. C'est vrai qu'on est dans la peur là, de l'inconnu, on est dans la peur de la mort, mais j'aimerais revenir sur ce terme d'argent et l'importance des mots et des vibrations qui viennent avec. Et tu parles souvent justement de la vibration que transporte ce mot argent chez les uns et les autres. Et tu parles aussi souvent de ce terme de source. Oui. Alors, je dirais que au fond, moi, j'utilise la porte d'entrée de la relation à l'argent pour apprendre à se découvrir, en tout cas, à se rencontrer. Enfin, découvrir, j'aime bien le mot parce qu'être à découvert, on parle d'argent, mais se découvrir et de revenir à sa source, au plus profond de nous-mêmes, à qui nous sommes. Parce qu'au fond, je vois que toutes ces peurs en lien avec l'argent, mais pas seulement, en lien avec la vie, font que c'est comme si c'était des nuages comme très épais qui nous empêchent d'aller, ou en tout cas qui nous empêchent d'aller au fond du puits pour voir là, retourner à la source quelque part de qui nous sommes. Mais au fond, encore une fois, le problème de l'argent, au fond, ne devrait pas être un problème. L'argent, ça devrait être, c'est quelque chose de tout à fait neutre, c'est quelque chose qui a été créé pour nous rendre service, pour nous faciliter la vie. On fait des transactions, je vends quelque chose, je reçois de l'argent, j'utilise de l'argent, je le réinjecte, enfin, quelque chose qui circule. Et au fond, parce que nous avons projeté des choses sur l'argent, je dois avoir de l'argent ici avec moi. Voilà, donc on a sur l'argent ici, parce qu'on a projeté des choses sur l'argent, on ne voit plus l'argent pour ce que c'est, on voit l'argent plus que pour ce qu'on a projeté dessus. Donc, une des grandes projections sur l'argent, c'est quoi? C'est la sécurité. L'argent égale la sécurité, l'argent égale la liberté, mais aussi l'argent égale le pouvoir, l'argent est une source de conflit, l'argent, c'est la source des problèmes dans le monde ou l'injustice. Donc, au fond, ce qu'on va plaquer sur l'argent de manière totalement inconsciente fait qu'on ne voit plus l'argent, on ne voit plus que ce qu'on a collé dessus. Et c'est là où il y a effectivement le vrai problème avec l'argent, c'est que la source de nos comportements avec l'argent n'a rien à voir avec l'argent. La source de nos comportements avec l'argent, c'est la projection, ce que nous avons collé sur l'argent, autrement dit. Et moi, j'ai collé sécurité égale argent pendant des dizaines d'années. Donc, j'ai couru après l'argent pendant des dizaines d'années, autrement dit, épargner, économiser, en avoir plus, parce qu'au fond, sans le savoir, je courais après ma sécurité
puisque j'avais plaqué argent et sécurité, je courais après ma sécurité. Et il y avait une seule raison, c'est parce que intérieurement, j'étais insécure, je manquais de sécurité intérieure en lien avec l'estime de moi, l'amour pour moi. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il y a le grand piège de l'argent? C'est que quand on court après l'argent, on y court après pour de mauvaises raisons, parce qu'on essaie de compenser quelque chose qui manque à l'intérieur. Et aussi longtemps qu'on n'est pas conscient, on fait fausse route, parce que moi, je m'occupais de l'argent, alors que mon problème était là, c'était mon manque de sécurité. Donc, aussi longtemps que je ne m'occupais pas de mon manque de sécurité intérieure, eh ben, j'étais en train de chercher des compensations à l'extérieur et je me perdais complètement. Et une grande majorité des êtres humains fonctionnent comme ça aujourd'hui. Soit on court après l'argent, soit on rejette l'argent parce qu'on colle sur l'argent des choses négatives. Mais au fond, le problème est le même. On s'est déconnecté d'une partie de soi-même pour aller donner du pouvoir à l'argent, en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça. Pardon? Je ne sais pas si c'est clair la manière quand je l'explique comme ça. Oui, très clair, très clair. Est-ce que toi, ton rapport, justement, il a changé à l'argent? Et il a pris quelle forme, en fait, maintenant? Une fois que tu as travaillé sur ton insécurité qui n'avait rien à voir avec l'argent, et aujourd'hui, quelle relation tu as avec l'argent? Alors déjà, heureusement qu'il a changé, autrement je serais un sacré imposteur pour oser me nommer expert de la relation à l'argent. Ce qui ne veut pas dire qu'il est complètement assaini, parce que j'ai eu tellement de peur de manquer malgré d'excellents revenus, que ces peurs-là, de temps en temps, me rattrapent. Simplement, je les vois toujours plus vite. Je les traite toujours plus vite et elles m'impactent toujours moins. Donc ça fait une grosse différence. Donc ça veut dire qu'au fond, aujourd'hui, je vois, si tu veux, aussi longtemps qu'on projette inconsciemment quelque chose sur l'argent, on est pris par ce piège-là. Donc aujourd'hui, j'ai pu effectivement, je dirais, déprogrammer et voir la sécurité pour une chose et l'argent pour autre chose. Donc je vois l'argent pour ce qu'il est. Donc je vois l'argent, moi, plus comme un objet de contribution, c'est-à-dire que je trouve que l'argent est un formidable bulletin de vote, et c'est comme ça que j'ai envie de le voir, en tout cas, de me dire, mais cet outil argent, chaque fois que je l'utilise, il va donner une couleur à la société que nous construisons demain. Et donc, si je l'utilise en choisissant d'aller chez des petits commerçants de mon village, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment, je suis en train de les encourager à continuer et je suis en train de leur permettre de continuer ce qu'ils font. Si, à l'inverse, je décide d'acheter des produits de grandes multinationales dont je ne partage pas les valeurs, je suis également en train de les encourager à continuer de la sorte, puisque je leur donne de mon argent avec ça. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je vois vraiment l'argent comme un formidable outil de transformation de la société, donc un bulletin de vote est beaucoup plus puissant que le bulletin de vote qu'on met de temps en temps dans une urne, parce que tous les jours, je peux voter, quel que soit le montant d'argent que j'ai, d'après les choix le plus conscient possible, bien sûr, parce que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, je vois ça plutôt comme quelque chose que je peux vraiment choisir d'utiliser très positivement et qui contribuera à quelque chose de différent demain. Donc, plus nous serons nombreux, à voir l'argent comme ça et vraiment de l'utiliser comme ça, mais pour ça aussi, ça demande aussi d'être en capacité de cesser de se limiter en gagner. Parce que je vois à quel point les êtres humains, au fond, un des problèmes avec l'argent, c'est qu'eux-mêmes se limitent. Si l'argent n'arrive pas à eux, c'est parce qu'inconsciemment, on a créé des blocages, on s'est créé des croyances limitantes qui pensent qu'on ne mérite pas de recevoir ou juste un peu. Et au fond, moi, j'ai envie d'inviter chacun à ouvrir grand les bras au cadeau de la vie. Et quand je dis au cadeau de la vie, c'est largement plus qu'une question d'argent. Bien sûr, l'argent en fait partie, mais c'est largement plus que ça. Et ça permettra justement, encore une fois, que tous ces cadeaux qu'on reçoit, qu'on puisse les faire circuler, encore une fois, parce que plus ça circule, plus ça donne du bien-être à gauche, à droite. Mais alors, justement, comment on efface ces croyances limitantes? Est-ce que ça se résout simplement à être dans la gratitude de ce qu'on a reçu, de ce qu'on reçoit, du cadeau de la vie, etc. Ou est-ce qu'il y a une façon plus, je dirais, plus concrète? Oui, alors bon, la gratitude, de toute façon, être dans la gratitude est de toute façon quelque chose de positif, parce que si on est dans la gratitude, ça va élever notre niveau vibratoire, et si on élève notre niveau vibratoire, automatiquement, on va tirer autre chose. Donc, c'est un bon point, mais je dirais que c'est plus un point de soutien que peut-être le cœur de tout ça. Après, c'est quelque chose qui va soutenir ça. Au fond, ben, ça demande, je donne souvent l'image, c'est Thomas d'Ansembourg qui donnait cette image-là, l'auteur de Cessez d'être gentil, soyez vrai, lui disait, au fond, si on a le pied qui est pris dans un piège, aussi longtemps qu'on ne voit pas qu'on a un piège, notre pied est pris dans le piège et qu'on marche avec ce piège, difficilement, on ne va rien pouvoir faire.
mais ça demande déjà de voir dans quel piège je suis pris pour pouvoir décider de le débloquer, en sortir. Donc, au fond, que ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre un temps. Moi, j'utilise beaucoup ce que je vis de la matière. Au fond, ce que je vis de la matière me montre mes propres limitations quand je vois tout à coup que, comme la plupart des êtres humains, avons des plafonds de verre, ce sont ces limites inconscientes qu'on s'autorise autant à gagner un certain niveau d'argent, à avoir un certain niveau d'argent, de peut-être d'économie ou d'épargne, mais également avoir un certain niveau de réussite et de succès qui fait qu'on se limite. Moi, je peux le voir moi-même, tout à coup, que je dis, tiens, qu'est-ce qui se fait que malgré les efforts déployés, je n'arrive pas peut-être à générer plus d'argent, je n'arrive pas à passer un cap, je vois bien qu'il y a une limitation chez moi. Donc, ça demande déjà d'être observateur de ce qui se passe. Et surtout, en tout cas dans ma pratique, on va beaucoup aller visiter notre histoire de vie qui est depuis notre enfance, même depuis notre conception, et également l'histoire de la généalogie. Parce qu'une bonne partie de nos croyances limitantes sont dues à des croyances qui sont ou des croyances qui existaient déjà dans la généalogie avant que je sois né et qui sont comme transmises, ou bien des croyances que j'ai vécues comme enfant. Un exemple très simple et tellement courant, nombre de personnes qui ont entendu dire, ils étaient enfants, les riches, c'est des malhonnêtes, les riches, c'est des profiteurs ou je ne sais pas quoi sur ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Donc, à partir de quand je suis biberonné à ce genre de croyances qui sont ou dites de manière textuelle ou sous-entendues, ce qui n'est pas mieux, c'est même des fois plus dur encore, au fond, qu'est-ce qui se passe? Et la plupart des personnes, elles vont se limiter dans ce qu'elles vont gagner parce qu'elles ont tellement peur de passer pour riches, donc pour malhonnêtes, donc pour profiteurs, qu'on va même se saboter alors qu'on a tout en soi pour avoir plus de succès, pour amener encore plus de contributions. Et au fond, nous limitons nous-mêmes. Voilà, pour donner un autre exemple. Mhm. Oui, oui, justement. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que la quantité d'argent n'est pas liée à la quantité d'insécurité, j'ai envie de dire. On peut avoir beaucoup d'argent et plus on a de l'argent, plus on continue à être dans l'insécurité. C'est pas du tout Oui. lié. Alors, c'est totalement différent et j'en veux pour preuve, déjà, comme je disais, dans mon exemple, j'avais d'excellents revenus et j'ai malgré tout peur de manquer, mais surtout, j'ai vu des clients multimillionnaires avoir peur de manquer tous les jours. Donc, les millions ne suffisaient pas. Donc, on voit bien qu'une fois que cette insécurité, bien sûr qu'elle ne tombe pas du ciel, hein, si on est insécure, il y a bien quelque chose qui s'est passé, qu'on n'a pas réussi à construire ces fondations intérieures qui permet un peu d'estime de soi, en tout cas un regard positif sur soi et surtout une confiance dans notre capacité à faire face aux événements de la vie. C'est de ça que ça parle surtout, qu'on va essayer de trouver des subterfuges à l'extérieur. Donc, il n'y a jamais assez d'argent pour combler ce qui manque à l'intérieur. Et au fond, les gens qui ont peur, et même les millionnaires, et même, je pense, les milliardaires, même si je pense qu'une bonne partie des milliardaires, c'est pas la sécurité, c'est plus leur pouvoir qu'ils ont tendance à projeter, à plaquer sur l'argent. Donc, autrement dit, plus j'ai d'argent, plus j'ai de pouvoir. C'est ma perception. C'est encore pas, j'ai pas de garantie, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Et au fond, c'est encore la même chose. C'est parce qu'ils sont déconnectés de leur pouvoir intérieur de se créer une vie qui a du bien-être, il y a quelque chose du sens et peut-être qu'ils vont essayer de chercher du pouvoir à l'extérieur, là où il y a un manque de pouvoir intérieur. Donc, même là, encore une fois, on voit que ces personnes-là, elles sont encore en train de se comparer les unes aux autres et qu'elles pensent qu'il faudrait encore avoir plus de milliards, plus de ci ou plus de ça. Mais il y a aussi, et je crois que tu en avais parlé dans une conférence, je t'avais suivi, il y a aussi le regard des autres. Il y a aussi cette image, c'est pas juste forcément c'est de l'insécurité, c'est un manque de confiance, etc. Mais il y a ce regard des autres, il y a cet avis extérieur qui conditionne un petit peu ce rapport à l'argent. Alors oui, mais en même temps, le regard des autres, c'est intéressant, ce qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a et ceux pour qui l'argent ou les bien-être matériels, c'est le symbole de ma réussite. Et ces personnes-là vont vouloir montrer par des acquisitions matérielles qu'ils ont réussi. Et parfois, je peux te dire, hein, je vois des personnes qui vont manger du pain sec, mais simplement parce qu'ils vont plutôt acheter une voiture qui va en jeter, selon eux, ou je ne sais pas quoi. Donc, le regard des autres compte, mais plus dans une sorte de symbole de réussite. Et il y a effectivement tous les autres qui ont peur que si tout à coup ils ont des signaux qui montreraient une forme de réussite, s'ils ont un certain succès, qu'ils puissent être jalousés, qu'ils puissent être rejetés, enfin, en fonction des blessures qu'on a, qu'ils puissent ne plus être aimés, y compris dans la sphère familiale, parce que aussi un des pièges qui crée les croyances limitantes, si je viens de milieu familial modeste financièrement parlant, combien de personnes vont s'autoriser peut-être à gagner un tout petit peu plus, mais pas trop, parce que c'est comme si c'était presque pas indécent ou peur de plus être en appartenance avec le milieu de là où je viens.
ou alors des milieux familiaux modestes ou des personnes qui entendaient dire ah non, non, l'argent, c'est pas pour nous, l'argent, c'est pour les autres, non, il n'y a pas le droit. Donc, tu vois, ça crée encore des croyances limitantes, tout ça. Donc là aussi, effectivement, le regard des autres, qui peut être des proches, qui peut être des amis, fait que la peur, encore une fois, d'être jalousé et autres, fait que je vais me limiter. Donc ça peut être dans les deux sens. Hein. Je veux qu'on me regarde avec ça, ou je veux surtout pas qu'on me voit avec ça. Et je peux te dire, j'interviens souvent au CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et je vois un nombre de patrons d'entreprise qui me disent, je n'ose pas venir avec n'importe quel véhicule à mon travail, de peur de ce qu'on va dire. Donc on voit qu'ils sont pas libres du regard des autres, ces gens-là. Et au fond, je dis, mais est-ce que vous avez des preuves qu'on va penser ça de vous? Et je dis, oh non, non, mais je pense que c'est ce qu'on va penser. Donc, c'est encore une fois leur interprétation qui fait qu'on joue petit. On joue petit et on se montre plutôt avec un véhicule qui ne fasse pas trop envie, des choses comme ça. Donc, c'est très, très courant tout ça. Mhm. En même temps, je regarde, il y a les commentaires, il y a Patricia qui nous demandait là, comment on fait pour quand les peurs reviennent. C'est-à-dire, et en fait, c'est une bonne question parce que cette période, même si on a fait un travail sur soi et qu'on a réussi à faire une séparation entre sa projection sur l'argent et l'argent lui-même, même si on a atteint un petit peu de sécurité, cette période aurait tendance à nous faire replonger un peu dans ces peurs parce que concrètement, enfin, beaucoup d'entre nous sont en danger de matériel avec cette crise. Alors oui, oui. Alors absolument. Et encore une fois, il y a ceux qui sont en danger matériel réel et ceux qui ont les peurs de ce qui va venir. Parce que ce que je vois aujourd'hui, vu que j'ai quand même déjà accompagné beaucoup de gens, et spécialement avec ma formation sur Internet, je suis beaucoup en contact avec eux. Un grand nombre me disent, ils sont dans des situations financières très compliquées, et me disent, mais je ne reviens pas à quel point je reste serein malgré les difficultés que je rencontre, parce qu'ils ont fait un bout de travail. Et eux-mêmes disent, je suis très surpris moi-même, je devrais avoir peur et je n'y arrive pas. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, il y a deux choses. Il y a la situation financière réelle et la manière dont je le vis. Alors, bien sûr que là, aujourd'hui, dans cette époque-là, on voit qu'il y a toute une série, on le voit très fort, il y a toute une série, nous n'avons pas d'influence. On n'a pas d'influence sur la manière dont ce virus avance ou pas ou diminue. On peut juste faire sa part, mais ça reste un tout petit morceau et on n'a pas d'influence sur ce que le gouvernement va décider. Par contre, là, on a potentiellement une influence, c'est comment je vais vivre ça. Et je ne suis pas en train de dire qu'il suffit, il y a qu'à, il faut que, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Au fond, quand il y a des peurs, et merci à Patricia, que je salue au passage, je la connais bien, de poser cette question, quand il y a des peurs, la première chose à apprendre, c'est de repérer ces peurs. Parce que pendant moi, très longtemps, j'ai eu peur de manquer, je n'étais absolument pas conscient, et mes peurs étaient mon moteur, parce que je n'étais pas conscient. Tu vois, la peur et moi ne faisaient qu'un. Donc, apprendre à repérer ses peurs, ça veut dire, de temps en temps, être en capacité d'observer ses pensées. Ça peut peut-être vouloir dire également être en capacité de voir quand j'ai peur, comment ça se manifeste dans mon comportement, comment ça se manifeste peut-être dans mon corps, où c'est qu'il y a des tensions qui se manifestent. Donc, ça demande aussi une forme de conscience, un peu comme tu vois, être en conscience de son propre tableau de bord, comme on peut avoir un tableau de bord d'une voiture, et de connaître quelques informations du tableau de bord d'une voiture, c'est très utile. Au fond, c'est la même chose avec nous. Comment est-ce qu'on peut connaître quelques signaux de notre tableau de bord pour pouvoir agir à partir d'informations que nous avons, que nous recevons. Donc, ça peut être, voilà. Donc, c'est vraiment de s'observer pour déjà voir qu'il y a une partie de moi qui a peur. C'est pas moi qui ai peur, c'est une partie de moi qui ai peur. Et déjà, ça fait une différence entre ce que je disais avant, c'est que la peur s'empare de moi et je vois qu'il y a une partie de moi qui a peur, je peux l'observer, je peux même l'écouter et je peux même la laisser s'exprimer. Et donc ça, c'est déjà un premier pas qui est important. Et au fond, quand il y a des peurs comme ça, et qu'on en est conscient, encore une fois, parce que tant qu'on n'est pas conscient, bon, on va être encore une fois, je veux dire, presque manipulé ou influencé par sa peur, clairement. Donc, dès le moment où on est conscient, il y a différentes manières de s'en occuper. Moi, j'aime bien des fois dire, tiens, on peut prendre un coussin pour la mettre à côté de soi, déjà pour la voir de l'extérieur. Moi, j'aime bien utiliser une chaise, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, mais à une époque, régulièrement, je prenais une chaise qui représentait ma peur, et puis l'autre chaise, c'était moi, et je passais de l'une à l'autre et je dialoguais. Et au fond, j'allais écouter ce qu'il y avait à dire. Parfois, certains préfèrent écrire. Ça peut être écrire tout ce qui vient. Hein. On va laisser la peur s'exprimer, on écrit tout ce qui vient, comme pour un peu décharger tout ce qui est à l'intérieur. Vraiment, faire attention. C'est vraiment l'idée de ne pas rester avec sa peur, mais vraiment de la sortir. Je sais que Tal Schaller propose des exercices, par exemple physiques, hein, où il propose de sortir la langue, de se secouer comme ça, vraiment de sortir la peur, vraiment de se secouer en sautillant, etc. C'est encore une manière de
de ne pas laisser la peur s'emparer de soi. Et surtout, parce qu'au fond, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces émotions, normalement, elles arrivent, elles durent quelques secondes. Et au fond, c'est nous qui les faisons durer. Une émotion devrait durer quelques secondes, on la laisse traverser, puis elle passe. Mais nous les faisons durer avec nos pensées, en les confortant, en leur donnant encore une fois de l'espace en quelque sorte. Donc c'est important d'être conscient que la grande majorité des peurs, c'est mes pensées. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois ici ou ça? Et mon Dieu, si ça ne change pas dans 6 mois? Et mon Dieu, à ma retraite dans 3 ans? Et mon Dieu, est-ce que moi j'aurai toujours mon emploi? Vous voyez, toutes ces peurs, ces histoires qu'on se raconte, c'est clair qu'elles génèrent des peurs. Et si c'est en mode automatique, je ne suis pas conscient, quelque part, c'est là où ces peurs s'emparent de moi. Donc, ça demande de la conscience, ça demande de les voir, ça demande de les mettre à l'extérieur, ça demande de les laisser s'exprimer, de trouver la meilleure manière pour chacun, en tout cas, de le faire, en tout cas, de se poser la question. Moi, je pose la question, toujours dire, est-ce que juste là, à l'instant, Christian, tu as un vrai problème? Est-ce que tu n'as pas à manger? Est-ce que tu es vraiment en danger là maintenant? En ce qui me concerne, 99,99% du temps, la réponse est non. Peut-être pour certains, ça sera oui. Si c'est oui, qu'est-ce que je mets en action? On revient à tous les enseignements qui nous disent de rester dans le présent, ici et maintenant, et de s'apercevoir que le futur n'est qu'une projection mentale et que justement, c'est les discussions qu'on a récemment, c'est que la situation nous oblige à vivre dans ce présent actuellement et qu'on a une métaphore magnifique de l'absence de futur et d'inconnu et que les projections sont impossibles parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après le 11 mai. Et donc, une vraie aubaine pour rester dans le présent et arrêter avec les projections sur le futur. Et c'est d'ailleurs valable, ce travail sur les peurs que tu décris et que tu préconises, il est d'ailleurs valable pour toute forme de peur et pas seulement par rapport à l'argent. Je veux dire, cette non-identification à la peur est valable. Et tu parlais de ces gens qui n'arrivent pas à s'inquiéter malgré la situation. Je m'y reconnais assez bien et je trouve que c'est une opportunité justement extraordinaire de faire ce travail. D'ailleurs, on a reçu le docteur Schaller il y a une grosse semaine et effectivement, il nous a parlé de ces petits exercices à faire pour se libérer de tout ça. Un mot sur l'après-confinement et tu parles beaucoup de... Toi, tu aimerais bien un monde un peu différent et justement, quand on parle d'argent, on a tous envie que le monde tourne un petit peu moins autour de l'argent et de la course au profit. Comment tu vois ça? Comment tu aimerais voir ça? Et est-ce qu'on n'a pas peur qu'en fait, rien ne change? C'est ce qui est encore une peur sur le futur, bien sûr. Mais disons que ça fait partie des scénarios possibles, puisque j'ai déjà cru en 2008 qu'on allait prendre une bonne secousse et qu'on allait comprendre une leçon. Et visiblement, non, on est reparti de plus belle et même encore plus loin et plus fort qu'avant. Donc malheureusement, je vois que les êtres humains ont besoin, en tout cas parfois, d'avoir des gros chocs, que ce soit personnel ou collectif, pour bouger. Et au fond, dans un changement, dans une période comme on vit là, il y a 2 niveaux que ça peut se passer. Il y a au niveau individuel, ça c'est notre part à nous, à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je fais de ça? Comment justement je crée plus de paix à l'intérieur? Comment est-ce que je choisis? Pour moi, je trouve que ce moment qui dure un certain temps, il dure clairement plus longtemps que je l'avais imaginé au départ. Mais vraiment, une question que je trouve qui est importante de se poser pour chacun, c'est de se dire, du avant confinement, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, de dire ça ne m'intéresse plus, j'ai plus envie de le vivre. En tout cas, j'ai envie de changer ça. Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre justement dans le après? Et quels sont les premiers pas que je peux faire pour que le après soit différent du avant et que le après soit plus goûteux et plus joyeux que le avant? Donc, je pense que nous avons une formidable période pour se poser ces questions-là, même si je vois que nous vivons chacun ça très différemment, dans le sens que moi, j'ai beaucoup de temps à la maison libre. Il y a des personnes qui n'ont pas ce temps-là parce qu'ils ont comme des activités et des enfants à s'occuper. C'est un peu plus compliqué de se poser comme moi, j'ai cette chance-là aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas de revenu qui vient tout seul, ça c'est sûr, au fond. Et donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est vraiment, ça nous appartient. Et au fond, je suis plus confiant que le changement, un vrai changement en profondeur interviendra avec des changements de conscience, des consciences individuelles qui changent, qui bougent. Ce travail de pacification, de créer plus de paix à l'intérieur qui fait qu'il y aura automatiquement plus de paix à l'extérieur. Donc, j'ai plus confiance là-dedans. Simplement, le problème de cette manière de voir les choses, c'est qu'elle prend plus de temps. Et que tout le monde n'a pas le goût d'aller faire ça, ou parfois, on va le faire un petit peu par la contrainte, au moment où on vit des choses très compliquées.
Après, il y a une deuxième chose qui, bien sûr, va pouvoir aider et va pouvoir, je dirais, amplifier ou accélérer le mouvement. Ce serait des décisions qui viennent du haut, autrement dit, du monde politique. Ah, j'aimerais bien être confiant là-dessus, j'aimerais bien être positif, mais j'ai déjà vécu tellement de déceptions par rapport à ça que j'ai de la peine à l'être. Et je crois encore une fois que où ça sera sous la pression de toujours plus d'êtres humains qui désirent quelque chose de différent et qui vont l'exprimer et qui vont le montrer, parce que l'exprimer c'est une chose, mais j'aime tellement cette phrase de Gandhi, tellement simple, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Je crois que cette phrase, elle résume tellement tout. Donc, il ne suffira pas d'aller dans la rue, il suffira de montrer l'exemple déjà de soi à soi, autour de soi, dans son quartier, avec ses amis, enfin voilà, d'être contagieux, j'ai envie de dire, on parle d'un virus contagieux, soyons nous aussi contagieux un maximum d'un virus positif. Et justement, je reviens à ton image d'utiliser l'argent comme un bulletin de vote, un peu pour boucler la boucle sur le thème de l'argent. Je trouve que c'est vraiment une opportunité, genre pour consommer différemment. Justement, on est dans cette période de confinement où on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup moins que ce qu'on avait avant et qu'on a surtout beaucoup moins besoin de consommer des choses inutiles. Et on s'inquiète pour l'économie justement parce qu'on n'a plus besoin de consommer. Et on a découvert une forme de sobriété pour beaucoup. Alors après, il y en a qui sont vraiment dans des situations difficiles et compliquées et matériellement douloureuses et on pense à eux et on n'essaie pas de comparer. Mais il y a quand même, pour beaucoup d'entre nous, une forme de sobriété d'un seul coup, une consommation qui a changé. Et justement, comme tu parlais de bulletin de vote, c'est peut-être une façon d'utiliser son mode de consommation un peu différemment. Oui, alors, j'ai passé à la radio il n'y a pas longtemps, la radio suisse, et on parlait de ça. Et je disais, au fond, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, déjà, on voit qu'aujourd'hui, certains utilisent volontiers, avec grand plaisir, Internet pour continuer de consommer à distance et se faire livrer plein de choses. Donc, on voit que ça a même marché mieux que jamais pour un certain nombre d'industries sur Internet, de vente sur Internet. Donc, au fond, quand on va retrouver cette liberté, je dirais, plus complète de mouvement et d'aller, y compris d'aller dans les commerces, eh ben, il y a peut-être certains qui, plus j'aurais vécu de frustration, plus j'aurais tendance à me précipiter pour aller compenser, parce que notre société de consommation est tellement devenue une société de compensation qu'encore une fois, si on ne voit pas ce qu'on a, ce qu'on cherche à compenser à l'extérieur et ce qui manque à l'intérieur, nous sommes prisonniers de quelque chose et nous sommes pris, et ça se manifestera de toutes sortes de manières, pas seulement avec l'argent d'ailleurs. Donc, certains vont certainement, à partir d'endroits de frustration, vite aller chercher à l'extérieur de quoi libérer leur frustration. Et d'autres auront goûté à une forme de simplicité, auront eu des prises de conscience qu'au fond, j'ai fait avec beaucoup moins et ça se passait tout aussi bien, voire même mieux, et que probablement, effectivement, je vais mettre en place de nouvelles habitudes de consommation et, comme je le souhaite aussi, de prendre conscience que les circuits courts, c'est quand même positif pour tout le monde, c'est positif pour là où j'habite, et que si on a envie que nos enfants un jour aient du travail, autant consommer près de chez nous également pour qu'il y ait toujours quelque chose, une activité vivante qui soit autour de chez nous. Donc, c'est vraiment comme ça que je pense qu'on a à vivre les choses. Et en même temps, il y a peut-être un piège aussi que j'aimerais relever. Parce que je vois des personnes qui me disent, que je vois dans mes ateliers et autres, qui me disent, mais au fond, moi, je ne gagne pas grand-chose, mais ça me suffit pour vivre. Donc, je ne vais pas faire plus. Je dis, OK, tu as le droit. Mais au fond, si tu as vraiment envie de contribuer à quelque chose, et si pour toi, la notion de contribuer à quelque chose de positif est important, pourquoi tu ne t'autorises pas à gagner plus? Parce qu'au fond, moi, ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est mon envie de contribuer. Et elle est très forte, je peux te dire. Elle est vraiment très forte. Et au fond, peut-être cette envie de contribuer avec un certain succès que je peux avoir et que j'aurai encore plus dans le futur, potentiellement, je peux gagner beaucoup d'argent. Et je n'ai pas envie de m'empêcher de gagner beaucoup d'argent si je le fais d'une manière éthique et intègre, parce que tout cet argent, je vais pouvoir le réinjecter, je vais pouvoir l'utiliser. On a tellement de manières de le faire aujourd'hui avec du crowdfunding, du crowdlending, on a des banques éthiques qui commencent. On a plein de manières d'accélérer ce mouvement-là. Donc, au fond, ce que je vois, c'est que les personnes qui disent « oui, je vis très sobrement, je gagne juste ce qu'il faut », je leur dis « ok, encore une fois, tu as le droit et je n'ai pas de jugement là-dessus ». Simplement, en t'autorisant à ouvrir un peu plus, tu pourrais gagner plus et accélérer ce mouvement-là. Parce que quand tu dis « je gagne juste ce qu'il faut », d'une certaine manière, tu as la caméra tournée sur toi, mais tu ne vois pas que tu pourrais encore plus contribuer que tu le fais à l'extérieur aussi.
Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se dire, oui, je peux consommer moins, tout en gagnant autant, peut-être même plus qu'avant, et au fond, contribuer. Parce qu'en fait, l'argent, il y a une confusion. Beaucoup croient que l'argent, c'est comme un gâteau, et que si je prends une tranche plus grosse, les autres en auront moins. Si je prends un vrai gâteau, une vraie tarte, si tu veux, et que je suis 5 autour de la table, c'est une réalité que si je prends une tranche plus grosse, les autres en ont moins. Ça, c'est clair. La seule chose que beaucoup ne savent pas, c'est que cette tarte, elle augmente chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Elle augmente de manière exponentielle pratiquement. Donc, c'est pas qu'il manque d'argent dans notre société. D'ailleurs, malheureusement, comme on voit que c'est pas qu'il manque de nourriture dans notre société, qui fait que les gens ont... C'est la répartition. C'est la répartition, il y a des questions politiques derrière et tout ça. Donc, l'argent, il y en a largement assez pour tout le monde, mais largement assez. Donc, en m'autorisant à gagner plus, je n'empêcherai pas les autres de gagner plus. Certains, ils savent très bien que ça monte de manière exponentielle et eux, ils n'ont aucun problème à prendre des tranches toujours plus grosses, mais c'est important de voir s'ils peuvent le faire. C'est parce que la plupart d'entre nous, nous continuons de nous contenter de la même tranche, alors que le gâteau est beaucoup plus grand. On peut le faire avec éthique. C'est vraiment ça qui est important. On peut le faire avec éthique. Oui, c'est important ça. Et cette histoire de répartition, évidemment, c'est clair, qu'il y a assez de richesse pour tout le monde. Une dernière petite question sur un sujet qui est un peu à la mode en ce moment, c'est sur le revenu universel. Il y a certains pays qui évoquent la crise est en train d'accélérer le débat là-dessus. L'Espagne a parlé d'instaurer un revenu universel. La France, ça avait été avancé pendant les élections. Enfin bref, ça revient un peu sur la table. Est-ce que tu penses que l'idée que chacun ait un petit revenu de base de façon universelle, de façon égale, va changer et donc ne soit plus dans l'obligation forcément de travailler et peut se consacrer à autre chose? Ça peut changer notre relation au travail, à l'argent. Est-ce que c'est pour toi un point positif ou c'est un danger? Alors, je dirais changer notre relation au travail, probablement. Changer notre relation à l'argent, j'en suis pas sûr. Au fond, mais à part ça, je suis très favorable au revenu universel de base. Nous avons dû voter en Suisse il y a 2 ans, je crois, mais ça fait des années que je suis favorable. Et au fond, si tu veux, pourquoi je suis favorable? Alors, j'ai pas du tout la prétention de dire que c'est la panacée, que ça va résoudre tous les problèmes. Je ne sais pas. Ça me semble, en tout cas, si je peux utiliser ce terme-là, c'est peut-être pas très sexy quand je dis ça comme ça. Ça me semble, en tout cas, la moins mauvaise solution de toutes celles que je connais maintenant. En tout cas, ou peut-être la plus prometteuse, ça donne une version comme un peu plus positive. Mais au fond, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Par contre, pourquoi ça me paraît absolument nécessaire? Parce que ça fait déjà des années qu'on le voit. C'est que le modèle qui existe actuellement ne permet pas à tout le monde d'avoir du travail, ne permet pas à tout le monde de gagner de l'argent et que c'est en train de diminuer. En fait, le travail qui est à disposition. Donc, de toute façon, ce système-là, qui survit à peine avec de la croissance, pour qu'il fonctionne bien, il faudrait qu'il y ait beaucoup de croissance. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études qui sortent que beaucoup de croyances. Intéressant. Beaucoup de croissance, c'est également notre perte en tant qu'humanité. Donc, nous avons à revisiter le modèle. Et pour moi, je pense que le revenu de base, il est intéressant parce que ça permettra à des personnes, peut-être à plus de personnes, à faire ce qu'elles aiment, au fond, et qu'avec même un peu de revenus supplémentaires, pas besoin de gagner beaucoup, ça permettra de s'en sortir. Alors qu'actuellement, ce peu de revenus supplémentaires ne permet pas de s'en sortir. Et justement, on verra, ça redonnera justement la possibilité à beaucoup de personnes de vraiment faire des activités de cœur avec moins de pression monétaire et qu'au fond, ça permettra de mieux répartir ce qu'on appelle le travail. Mais au fond, on voit bien que quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est difficile d'appeler ça un travail. Moi, je parle d'activité professionnelle parce que le travail est tellement connoté pénibilité, souffrance, que je n'ai plus envie d'utiliser ce mot-là en tous les cas. Merci pour toutes ces réponses, Christian. Sophie nous demande si on peut développer cet aspect exponentiel de l'argent. Alors rapidement, si tu as envie de répondre à oui, Sophie. tout à fait. Rapidement, en fait, si on veut, c'est qu'on voit que la masse d'argent en circulation, elle fait qu'augmenter. On peut voir la masse d'argent qui est en circulation. C'est un graphique qui monte comme ça à la verticale, encore plus maintenant. Donc, il y a de l'argent, si tu veux, l'argent qui circule est toujours plus grand. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une tarte qui est figée, c'est toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand. Donc, c'est simplement ça que nous ne voyons pas parce que c'est des chiffres qui ne sortent pas comme ça, qu'il faut aller un petit peu chercher, mais ce n'est pas compliqué de les trouver. On voit qu'il y a toujours plus d'argent en circulation. Donc, il y a vraiment, je ne sais plus, quelqu'un a dit qu'on pourrait tous avoir quelques centaines de mille d'économies sans exception. Il y aurait largement assez d'argent pour tout le monde. Voilà.
faut dire qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est pour. Christian, je voulais te remercier. Comment ça se passe en Suisse, le confinement? Alors, il est un peu plus léger qu'en France. J'étais assez choqué d'entendre qu'en France, on n'a pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre sur domicile, je crois. J'ai entendu ça, me semble-t-il. Alors, sans raison professionnelle ou sans raison professionnelle, tout à fait. Donc, nous n'avons pas ça en Suisse. Donc, il y a ce qui est conseillé en Suisse. Alors, interdiction de se rencontrer à plus que 5. Chez nous, c'est la distanciation sociale, c'est 2 mètres. C'est pas 1 mètre, c'est 2 mètres. Donc, il y a même des gens qui se sont fait amender dans la rue parce qu'ils étaient à 1,50 m l'un de l'autre. Tu vois, voilà, un genre de truc un peu ridicule. Enfin, selon ma perception, voilà, qui se passe. Mais au fond, ce qui veut dire que voilà, moi, je vais courir très souvent. Je vais en forêt, je fais 5-6 km en voiture pour trouver un magnifique endroit. Il n'y a aucun problème. J'ai pas besoin d'avoir de papier que j'ai rempli moi-même. D'accord. Et on va, dès la semaine prochaine, on va commencer déjà dès lundi prochain, on va commencer à réouvrir les coiffeurs, tout ce qui est thérapeute, massage, etc., ce genre de choses-là. On va commencer à réouvrir. Donc, on prépare le déconfinement. Ma perception, c'est qu'en Suisse, les milieux professionnels ont mis plus de force à faire bouger les choses parce qu'ils ont, je crois, encore plus conscience d'un impact dramatique potentiel qu'il y a sur l'ensemble de l'économie et du prix à payer. Un politicien disait, en Suisse, on a quand même réussi à réduire le déficit, ce qui est quand même assez rare, des pays qui réduisent leur déficit. En 20 ans, il disait, voilà, en l'espace de 6 mois, on aura détruit tout ce qu'on a réussi à réduire en 20 ans. Eh ben, on va repartir, il y a une génération entière qui va devoir refaire le travail en l'espace de 6 mois maintenant. Donc, ils ont cette conscience-là, je crois, c'est mieux. Alors, avec raison ou pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien? Encore une fois, je ne sais pas. Je pense de toute façon je pense que c'est bien qu'on reprenne quelque chose, en tout cas en douceur, voilà, certainement. En tout cas, je suis assez interpellé de voir à quel point, en tout cas en France, je vois comment on dramatise la chose, on laisse entendre, ça va être très difficile pendant des mois. J'ai beaucoup de peine à comprendre ce message. Je ne sais pas s'il y a de caché derrière ou pas, mais j'ai beaucoup de peine à le comprendre en tout cas. On a tous beaucoup de mal à comprendre un peu cette hystérie collective. Christian, je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre direct. Avec plaisir, Alain, merci. On a indiqué ton site, ton livre, si vous avez besoin. La vidéo sera disponible en replay sur la page d'ici quelques minutes et aussi sur notre chaîne YouTube. Christian, à très bientôt, je te remercie. Merci à tous ceux qui ont participé. Je ne les cite pas, mais ils se reconnaîtront. Et demain, on reçoit Olivier Claire aussi, que tu connais aussi. Oui, on a le même jour de naissance et une année d'écart, mais le même jour d'anniversaire, les deux, tout à fait. D'accord. Eh ben, on en parlera aussi avec lui. Ouais. Je te remercie, à très bientôt. Merci à tous. Merci à demain. Merci à Denis Fabien pour la réalisation. Merci Denis. Merci, à plus. Au revoir.